d'anégoïsation, donc de résorption de la mémorialité, et on parle de cellularisation aussi. La cellularisation est une forme de mémorisation. C'est quoi le distinguo entre la... Tant que l'être humain a besoin d'un corps physique, il a besoin de structures mémorielles qui vont être capables de cumuler de l'énergie. J'ai déjà expliqué que la mémoire était de l'information énergétique placée dans une forme, dans un récipient. Alors, si on a de l'énergie supplémentaire, cette énergie-là, pour la contenir dans un volume qui va augmenter sa masse, il doit être contenu dans un contenant. Le contenant est de la mémoire. La mémoire doit être impersonnalisée. Le corps physique est impersonnel du point de vue de sa mémoire. Quand nous cellularisons, nous obligeons une partie de l'ego à transformer le corps physique, c'est-à-dire que la mémoire astrale devient une mémoire physique. Donc, tu n'as plus besoin de te rappeler de respirer convenablement, tu respires convenablement. Tu n'as plus besoin de te rappeler de te relaxer, tu te relaxes biologiquement. Une grande partie de la mémoire astrale, lorsqu'il y a une égoïsation, il y a cellularisation de l'évolution. Une grande partie de cette mémoire, lorsqu'il y a une égoïsation, commence, comme je l'ai expliqué, par venir grossir le corps éthérique, donc le double vital. Le double vital est l'énergie subatomique. Et nécessairement, s'il y a une transmutation ou une mutation au niveau de la structure atomique, il y a une mutation au niveau de ce que l'atome constitue. Et normalement, premièrement, l'une des plus grandes complexités atomiques dans l'homme, c'est la chaîne d'acides désoxyribonucléiques, l'ADN, qui est le médiateur communiquant l'information génétique. Il y a par la suite des protéines, il y a d'autres structures qui sont relativement complexes, mais l'ADN est la forme la plus complexe, même si elle est constituée d'à peu près rien. 4 acides aminés et quelques protéines, qui sont solidifiées par un sucre, un ribose. Alors, lorsque nous avons la cellularisation, nous avons premièrement l'accumulation d'énergie vitale qui provient de l'âme, qui provient de l'expérience planétaire aussi, qui rentre dans l'âme pour commencer, qui par la suite vient transformer le corps physique. Il y a mémorisation biologique libérant la structure amique. Lorsque le corps physique est totalement rempli de structures mémorielles, lorsque la cellularisation du corps physique devient maintenant impossible, le surplus d'énergie vitale créé par l'anégoïsation est projeté dans le plan morontiel. Et c'est là qu'il y a constitution d'un double éthérique. Et par la suite, le corps physique ne peut pas voir une mutation continuelle, le corps devient un corps de lumière. Tu as déjà dit que d'un point de vue cosmique, le corps mental, le corps astral ou le corps physique de l'homme n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire que le double éthérique n'existe pas aussi d'un point de vue cosmique? Bon, on peut dire. Mais est-ce que c'est équivalent à la première chose que tu as dit? Non, du point de vue cosmique, le double éthérique existe. Du point de vue extra-cosmique, il n'existe plus. OK. Est-ce que s'il n'existe de point de vue cosmique ni de corps mental, astral, tout ça, qu'est-ce qui reste de l'homme? L'homme, c'est rien qu'une circonstance d'espace-temps, puis il n'existe pas du point de vue cosmique? Ou quoi? Oui, c'est exact, mais il faut faire attention. C'est comme si, lorsque tu as une opération chez un patient, la souffrance existe pour le patient. La douleur, l'agression existe pour la structure biologique qui va être opérée. Mais dans la réalité médicale des choses, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de ceci ou de cela. Pour que le médecin considère que l'opération, une appendicectomie par exemple, est une agression biologique, il doit se placer dans la peau de celui qui n'a pas la conscience de comprendre l'acte chirurgical. Alors, au lieu d'être un bistouri, c'est une lance, c'est un couteau, c'est un poignard qui rentre dans son ventre. On le tripote, on le fait saigner, on le fait souffrir, on y arrache quelque chose. Puis après ça, on recoue tout comme pour s'excuser. Puis même dans la couture, ça fait mal. Puis après ça, on le lâche de même avec une cicatrice. Donc, c'est une cicatrice de guerre. Mais dans une autre conscience, l'acte d'agression n'existe plus. Alors, c'est simplement une question de compréhension. Lorsque nous prenons le corps physique, le corps astral, le corps vital, le corps mental de l'homme, du point de vue cosmique, la vision fait que ces corps-là ne sont pas personnalisés comme ils le sont à partir de la structure astrale de l'homme. Donc, le corps mental n'est pas un corps. Il n'existe pas en tant que corps. C'est un phénomène. Le phénomène existe, mais pas le corps. Puis le phénomène existe, si on le définit à partir de la vision astrale de l'homme, du point de vue cosmique, ça n'existe pas. Parce que la vision cosmique n'est pas la même que la vision astrale. Le corps astral, c'est pas un corps. C'est un événement, c'est un vent. Alors, ce n'est pas un corps, mais on parle de corps astral. Quand on parle de voyage astral, on crée un corps, une illusion corporelle astrale, pour pouvoir expliquer astralement, s'expliquer égoïquement que nous nous déplaçons, parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes partout en même temps, et que c'est la conscience qui simplement chemine à travers des percepteurs, des senseurs astrales qui se trouvent partout. Alors, on crée un corps qui chemine, mais le corps astral n'existe pas. Mais un humain va dire, oui, mais je n'ai vu un. Oui, il existe. Pas. Du point de vue cosmique, il n'existe pas. Du point de vue mental, il n'existe pas. Du point de vue de l'initié, il n'existe pas. Du point de vue de l'initié des mystères supérieurs, il n'existe pas. Du point de vue de l'initié des mystères inférieurs, il existe. Du point de vue de l'homme qui n'est pas initié, mais qui se ramasse dans l'astral, possiblement qui peut voir des corps astraux, ça existe.
Mais c'est une vision des choses. Dans la solitude de la conscience, abstraction faite des phénomènes astraux, occultement parlant, est-ce qu'il y a un interlocuteur qui existe? Bon, la question est posée sur plusieurs plans en même temps. Parce que la solitude de la conscience ne vit pas de solitude. Dans le silence intime de la conscience, si tu veux, dans Ben, je veux pas. Ce n'est pas un silence intime de la conscience n'a pas de silence intime. Elle n'a pas de paramètres personnalisés, donc elle n'a pas d'espace vital intime qu'elle doit préserver, conserver. Il n'y a pas de solitude non plus. Ces mots ne s'adaptent pas. Ces mots sont une vision de l'ego. Précisons. Précisons. Dans un contexte d'une conscience supramentale, une bilocalisation d'un point de vue supramental, existe-t-il un interlocuteur? Non. Pour une conscience focalisée supramentale. Est-ce qu'elle a des points d'échange avec d'autres centres de conscience à ce niveau-là, actuellement, dans la galaxie? Bon, tu m'amènes à une question tu m'amènes sur une trame qui échappe peut-être à ta question. Tu pourras peut-être poser la question à un moment donné, mais ça devient intéressant, quoique c'est extrêmement puissant. Peut-être que j'en parlerai pas non plus, remarque bien. C'est intéressant. Mais, c'est ça, voilà. C'est bien. Je pose la question. Par rapport à l'entité extragalactique, au centre de la galaxie, celle qui est existentielle pour nous, peut-elle être un interlocuteur pour une conscience supramentalisée? Non. Vibratoirement? Non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans tout le phénomène de l'évolution de la planète Terre. Premièrement, on doit cesser de séparer l'animal humain du loup. On doit cesser de séparer l'animal humain du végétal, du minéral, des lacs, des océans, de la Terre, de la planète. La planète Terre est un constituant évolutif qui est un support matériel qui permet l'accumulation de formes de plus en plus complexes et dont l'homme est au sommet de cette complexité des formes. L'évolution de la planète Terre est un phénomène qui échappe totalement à la Terre elle-même et qui est conditionnel d'une évolution d'une galaxie, conditionnel de l'évolution d'un univers, conditionnel de l'évolution d'un super-univers, conditionnel de la destruction de la création. Lorsque l'intelligence supramentale, tu parles d'interlocuteur, dans le phénomène de l'instantanéité, il n'y a pas d'interlocuteur pour la simple raison qu'il n'y a même pas de mémorisation événementielle, même au micron près, donc il n'y a pas d'événement. N'ayant pas d'événement, il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps pour permettre la communication. La communication est un phénomène d'échange d'informations, donc d'échange d'énergie à un niveau plus élevé, qui se fait à travers une réduction de moyens qui oblige le communicateur à échelonner son information vu le moyen selon un temps particulier. C'est-à-dire que si je veux communiquer, transvaser un lac dans un autre lac, et que je possède un boyau d'arrosage d'1 centimètre de diamètre, le temps va être très long à la communication. Si par contre je peux procéder en prenant le lac et en le prenant dans une main et en le vidant dans l'autre, le temps de la communication est beaucoup réduit. Dans l'instantanéité, il y a une télépathie instantanée, c'est-à-dire qu'il y a une résonance. La télépathie supramentale, c'est la fusion. Donc, étant donné qu'il y a une connexion totale, intégrante, intégrée, fusionnée et fusionnelle des mécaniques, il n'y a pas d'interlocuteur. Il y a le savoir et il y a le savoir. Il n'y a pas d'interlocuteur. En plus de cela, il n'y a même pas de mécanique intentionnelle, c'est-à-dire que lorsque l'intentionnalité supramentale, lorsqu'il y aura ce qu'on appelle le monarque, lorsqu'il y aura l'intentionnalité supramentale applicable dans le contexte de notre planète, le monarque devra naître dans les 20 prochaines années, c'est évident. Le monarque, le grand monarque, va se déterminer dans les 20 prochaines années, et c'est lui qui saura contrôler les futurs possibles, c'est lui qui saura contrôler la destinée de la planète Terre en fonction de sa propre destinée. C'est-à-dire que le grand monarque se fout royalement de l'animal, comme l'homme se fout royalement du mouton, du veau ou du bœuf. Lorsqu'il a faim, il tue, c'est fini là. Là, le grand monarque va donc naître, c'est-à-dire qu'il existe biologiquement, mais le grand monarque va se paramétrer, va se déterminer dans les 20 prochaines années. Et lorsqu'il sera déterminé, il aura l'intentionnalité exclusive de l'échelle de l'évolution de la planète, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun humain sur le plan planétaire qui n'aura la possibilité d'échapper aux ordres du grand monarque. Et ces ordres ne sont pas des ordres dans le genre « fais ceci, fais cela ». Ce sont des ordres comme on les a toujours connus. Ce sont des ordres dans le genre « tiens, je vais faire ça », et tu le fais. Donc, la manipulation du grand monarque sera totalement astralisée, elle sera mentalisée, elle sera supramentalisée. Lorsque celui qui a hors de l'intelligence sera capable de comprendre les connexions télépathiques ou téléphatiques
télépathique, disons, on parle d'intelligence entre le monarque et lui-même, il sera d'accord avec le monarque à l'instant même où le monarque est d'accord avec lui-même. Et lorsqu'il sera une manipulation télépathique, ce qui restera l'apanage du reste de l'humanité, sera une manipulation qui se fera par télépathie, donc par communication instantanée, sauf que la conscience du téléphatisé, la conscience de celui qui va recevoir, ne sera pas un auteur pour comprendre qu'il est en contact télépathique avec le grand monarque. Donc il sera manipulé comme lui-même manipulé par les structures astrales, sauf que la sphère astrale manipulatrice sera remplacée par une sphère monarchique qui sera similaire mais tout à fait nouvelle, un néotype total, le monde de la mort va être totalement anéanti, pour être remplacé par un monde de la mort, un monde de la mort nouveau, un monde de la mort tout à fait totalement néotypé, qui va s'adresser aux âmes qui seront encore confinées dans des corps physiques, qui ne sont capables de supporter que la réincarnation du passé et non pas la réincarnation de l'avenir. Et nécessairement, le grand monarque aura, par téléphatie, par contrôle inconscient, par contrôle conscient dans l'inconscience de ces individus, il sera le monarque suprême de ce qui peut être tramé manipulativement à l'échelle de l'évolution de notre planète. Lorsque l'intelligence mentale, présentement, s'adresse à lui-même, elle descend dans un véhicule biologique et elle est confrontée à la réaction manipulatrice, à la réaction manipulable de ce corps physique à travers les sphères astrales. C'est pourquoi l'intelligence doit premièrement engendrer d'un corps physique qui, endocrinalement, est extraterrestre, c'est-à-dire qui n'a pas de connotation avec la génétique archaïque, la génétique réincarnationnelle, la génétique héréditaire des ancêtres. Et de ce fait, lorsque cela sera accompli, le corps physique aura muté, totalement désassujetti de l'ancestralité de l'homme à travers l'évolution historique de l'humanité. Il ne sera plus assujettissable, donc il ne sera plus réfractaire à la manipulation de l'astral. Cela va permettre à ce corps physique d'être un véhicule supportable, convenable pour de l'intelligence. Cette intelligence sera maître, monarque, ou elle sera serveur du monarque. Et je répète, il y a une nuance majeure entre le serviteur et le serveur. Alors, dans les étapes de l'évolution actuelle, historiquement, on sait qu'il y a eu, entre les années 2023 et 1977, il y a eu la création de corps physiques qui ont pu amener l'intelligence à supporter la quantité d'énergie qui ne peut pas être monarchisable, mais qui est nécessaire au monarque, dans des corps physiques qui vont devenir des serveurs, c'est-à-dire des extensions du monarque. Le monarque, lorsqu'il va s'instaurer à l'échelle de la planète, aura besoin de 144 853 corps physiques. Tel sera le monarque. Le monarque ne sera pas un seul individu. Par contre, le monarque, un seul individu, existera aussi. Il sera le coordonnateur suprême du monarque planétaire. Le monarque planétaire étant un paquet d'individus n'étant pas un seul corps physique, pour la simple raison que la structure atomique ne permet pas encore cela. Donc, il y aura un être humain qui sera reconnu comme étant le coordonnateur suprême et qu'on pourra appeler le grand monarque. Mais c'est les serviteurs qui vont l'appeler le grand monarque. Les serveurs vont l'appeler le grand monarque lorsqu'ils vont travailler avec les serviteurs. Maintenant, le monarque lui-même, le grand monarque, sera la quantité d'humains qui sera capable de servir et non pas de servitir. Ils ne seront pas asservis, ils ne seront pas les serviteurs. Toute l'humanité, non, toute la planète Terre sera le serviteur, comme elle est présentement le serviteur. Présentement, il y a des serviteurs qui servent des serviteurs. Dans l'état actuel, il y a la transposition de la mécanique évolutive planétaire pour engendrer, par ingérence melchisédienne, des serveurs. Les serveurs sont des serveurs d'intelligence, ils ne sont pas des serviteurs. Donc, ils servent par conscience. Ils servent non pas par manipulation émotive, endocrinienne, etc. Ils servent parce que c'est leur chemin dans leur vision d'intelligence. C'est-à-dire que si le grand monarque foire, eux vont prendre la place. Donc, c'est comme si toi et moi, et tous nous autres ici, on arrive à un niveau d'évolution où nous savons instantanément tout ce qui se doit d'être fait. Alors, il y en a un qui, le premier, va dire « on le fait ». Les autres vont dire « c'est évident ». Celui qui a dit « on le fait », c'est le grand monarque, et les autres sont les serveurs. Si celui qui dit « on le fait » se casse la gueule, eh bien, dans les serveurs, il y en a un qui prend la relève. De ce fait, la structure occulte du grand monarque est absolument inébranlable. L'animal humain vient dans le début et te tue. Faire rien n'ébranler au grand monarque, le grand monarque continue. Tu étais le grand monarque, c'est un autre maintenant, c'est tout. Ça continue, ça se poursuit. Alors, lorsque l'être humain, dans sa structure évolutive, arrive à cette mécanicité comme nous le vivons actuellement dans l'étape actuelle de l'histoire, l'être humain
qui a de la conscience supramentale et qui veut l'applique en fonction de la réfraction engendrée par la coloration astrale, engendrée par l'historique réincarné à travers la génétique biologique de chacun des humains, ce qui oblige totalement l'individu à être assujetti, même dans son contexte supramental, à être assujetti à une expression animale, à une expression inefficace, à une expression archangélique, une expression qui est manipulée par l'évolution du troupeau, donc par l'évolution lunaire. C'est-à-dire que pour que l'astral puisse être banni totalement de la structure biologique de l'humain, on l'a vu, il faut que le corps biologique de l'homme, de la femme et de l'enfant devienne totalement extraterrestre en ce sens, qu'il donne l'illusion à l'animal humain qu'il ne provient pas de la terrestrialité de notre monde, mais qu'il donne l'illusion de l'être humain que c'est un corps physique créé à partir d'une génétique neuve, une génétique contrôlée, une génétique qui élimine les torts de l'histoire, une génétique qui élimine les torts réincarnationnels, pluralitaires, et c'est ce que d'ailleurs Adolf Hitler a voulu faire, mais on ne peut pas faire cela en clonant, donc par le contrôle, pas par le clone, mais par le contrôle de la structure génétique. Cela va se faire par l'évolution, par le contact supramentalo-corporel entre la structure de l'intelligence supramentale, qui n'est pas tout à fait instantanée. On a déjà vu que l'intelligence supramentale était de la mémoire galactique. Ce n'est pas instantané. Du point de vue de l'homme, c'est instantané. Du point de vue de l'astral, c'est instantané, vu sa vitesse de vibration. Mais ce n'est pas instantané du point de vue absolu. Alors, donc, il n'y a pas d'interlocuteur dans ces niveaux-là, et lorsque l'être humain, le supramentalisé, veut travailler dans le contexte planétaire, il doit s'astreindre à avoir des interlocuteurs qui sont totalement réfractaires, et lui, ne pouvant être télépathiquement télépathiquement contrôleur de la communication chez autrui, il se doit de communiquer par l'espace-temps, et de ce fait, il devient lui aussi totalement manipulable dans sa communication, même si sa manipulation est beaucoup plus parfaite du point de vue de l'intelligence que l'animal humain, il reste qu'il est manipulé par la structure de l'information, par la structure du médiateur d'information, par le médium. Alors, il n'y a pas d'interlocuteur, mais à l'instant où tu veux te rapprocher du plan planétaire, toute forme d'intelligence doit devenir un interlocuteur et ne peut communiquer que par l'interlocution, parce qu'il n'y a pas encore de résonance vibratoire suffisamment convenable pour pouvoir permettre une communication télépathique, sinon télépathique. Maintenant, il y a une explosion d'ordre supranucléaire, une explosion qui n'a rien à voir avec les noyaux, donc ce n'est pas nucléaire, une explosion énergétique qui s'en vient, mais qui est comme une explosion nucléaire dans la conscience de l'homme présentement à l'échelle de la planète. Et cette explosion, c'est une explosion qui sera une réaction en chaîne qui va commencer probablement au Québec. L'histoire le dit. Et ça commence dans les années 89, 90, 91. L'histoire, les historiens sont toujours en train de s'entêter. Ceux-là sont morts, évidemment, mais on se fie à l'histoire. Et il y a un potentiel d'explosion massif. L'humain, actuellement, se doit... J'ai déjà donné un cours sur les clés du contrôle en 3 volets. L'humain doit prendre une décision. Et quel est l'humain qui doit prendre une décision? C'est essentiellement l'individu, ce n'est pas la collectivité. L'individu doit décider qu'il en a assez. Et la problématique de celui qui décide qu'il en a assez, celui qui ne peut plus vibratoirement supporter la condition évolutive de l'animal, la condition évolutive de celui qui doit être beau et fermer sa grande gueule, la condition évolutive de celui qui doit accomplir, même s'il ne sait jamais où et pourquoi il accomplit, la condition évolutive de celui qui paye collectivement le karma d'une histoire planétaire alors qu'il est en mutation pour échapper à l'histoire planétaire. Ce genre d'évolution, cette bombe qui se trame lentement à travers différents individus, doit être contrôlé pour éclater ensemble. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'éclatement ectopique. Il ne doit pas y avoir un éclatement là, et puis ça s'oublie, là, et puis ça s'oublie, là, et puis ça s'oublie. Il doit y avoir un éclatement collectif, même si ce sont des individus qui individuellement vont embarquer dans cette trame d'avenir. Il doit y avoir un effort soutenu collectif. La problématique, c'est que il y a une dose d'énergie que l'humain doit aller chercher pour parvenir à dépasser, à éclater. Et cette dose d'énergie, les derniers pas qu'on a accomplis pour traverser, demandent à peu près 100 000 fois plus d'énergie que ça n'a été nécessaire pour accomplir les 10 millions de milles qu'on a déjà parcourus.
Ce qui fait que pour parvenir à traverser le peu de clôture qui reste, ça demande une énergie effarante. Cette énergie-là, elle n'existe pas actuellement dans l'individu. Elle peut être collectivement accumulée, elle peut être collectivement exprimée, et si elle est exprimée, probablement que certains individus vont traverser, mais pas tous. Ceux qui ne traversent pas devront continuer jusqu'au jour où ils traverseront, jusqu'au jour où ils éclateront. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que toute la structure planétaire actuelle, c'est-à-dire que toute la mémoire de la planète Terre, cela veut dire tous les corps physiques, y compris le tien, vont lutter contre ton évolution. Cela veut dire que tous les corps astrales, y compris ton âme, vont lutter contre ton évolution. Je parle de toi, mais je parle de tout le monde. Cela veut dire que tout ce qui existe, toutes les religions, tous les systèmes de loi, tous les gouvernements, toutes les industries, tout ce qui est mémoriel à l'échelle de la planète, vont s'allier pour lutter, pour t'empêcher de passer. Il y a une immense problématique. J'en parle comme un peu aujourd'hui. C'est le temps. En tout cas, j'en parle. C'est que tout doit être reformé. Et pour que tout soit réformé, il doit y avoir suffisamment de réformateurs qui naissent en même temps. Pendant cette naissance, il y a une souffrance, une douleur, un écœurement, un écrasement extraordinaire, surtout que la collectivité va s'allier pour te démolir. Donc, la collectivité s'alliant pour démolir celui qui est en train de naître, va tout faire pour instruire dans son ego qu'il n'est pas correct, ou que son travail n'a pas l'importance qu'il a voulu lui donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois vérifier ta capacité supramentale d'être autre chose qu'un être humain. Ce que je dis là ici, n'appliquez rien pour l'instant, je vous dirai quand j'aurai suffisamment parlé pour que vous puissiez l'appliquer. Parce qu'en attendant, il y a des chances que beaucoup d'informations manquent à travers ce que je vais dire. Donc, si on veut l'appliquer tout de suite, on peut avoir certains problèmes parce qu'il manque de l'information. L'individu veut vérifier la quantité d'extraterrestrialité qui l'habite. Alors, il prend son automobile, il s'en va. Et il roule sur l'autoroute et à un moment donné, il doit vérifier. C'est-à-dire qu'en réalité, cette vérification, si elle n'est pas astrale, n'est pas une vérification, c'est l'accomplissement. C'est une subtilité dangereuse. Il y a celui qui veut vérifier s'il est en contact, s'il est en train de muter, et qui décide de conduire son automobile. Et lorsqu'il veut se tasser à droite, il se tasse à droite. Il ne vérifie pas dans ses rétroviseurs. Lui n'a pas besoin de vérifier s'il est un extraterrestre, c'est-à-dire s'il est muté. Par contre, celui qui veut vérifier astralement s'il l'est, il va se tasser. S'il a un accident, il ne l'est pas. S'il n'a pas d'accident, ça ne veut rien dire. Après 20 fois sur sa route, s'il n'a pas eu d'accident, c'est qu'il l'est. S'il en a eu un, ou s'il n'a pas eu d'accident, mon a klaxonné et s'est replacé juste à temps. Non, il vérifiait. Moi, quand je dis vérifier, ce n'est pas vérifier, c'est vérifier. Mais ce n'est pas vérifier. Pas par l'ego. Alors, tu t'en viens et tu roules avec ton automobile et puis là, il y a un arrestant. Tu ne diminues pas. Tu gardes la même vitesse. Tu t'en vas. Tu en brûles 4, 5, 6, 7, 8. Tu ne les as pas brûlés. Parce que ça ne s'adresse pas à toi. Et là, la question sublime posée par l'animal humain intellectuel, si deux mutants viennent perpendiculairement sur la même route, en même temps. Ouais. Et la majorité des humains qui sont ici ou qui vont écouter connaissent la réponse. Ça vaut même pas la peine de le dire. Ils la connaissent. Et avant de brûler un stop, on doit être capable de supporter le doute que je laisse. On doit être capable de dire, ben oui, on le sait. Qu'est-ce qui va arriver?
Puis je te laisse après ça réfléchir sur ce qui va arriver. Si tu décides que c'est un accident, c'est un accident. Si tu décides que c'est autre chose, mais c'est pas un problème. Mais tu as déjà dit que même pour un grand initié, il y a besoin, non pas de se faire dire qu'il est initié, mais qu'il y ait des témoins qui confirment qu'il est un grand Ça, c'est le passage, exactement. C'est le passage. C'est-à-dire que, et moi, dans mon cas, c'est intéressant, parce qu'avant qu'on me confirme, vu que je m'entoure de personnages qui sont souvent en compétition avec moi, qui sont souvent jaloux de ce que je suis, bien, avant qu'ils me confirment, ça va être long. Alors, quand ils vont me confirmer, je vais être haut. Bon, alors souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi que tu t'entoures de... Je ne savais pas pourquoi, mais occultement, il y a des raisons. Tout est intelligent sur le plan planétaire. C'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est pas intelligent. Quand on ne le comprend pas, on ne le comprend pas. C'est chiant, mais c'est pas nécessairement con. Il ne sait pas qu'il n'y a rien de con. Mais on ne comprend pas. Ce que j'explique, c'est donc la mutation. Les 20 prochaines années sont supradéterminantes. C'est dans ces 20 prochaines années-là que ça va se faire. Alors, à un moment donné, toi, tu te ramasses en prison parce que tu es poursuivi pour... Ben, c'est la mode aujourd'hui, pour perversion sexuelle, pour... tentative de ce que tu voudras. Et la problématique, c'est que dernièrement même, il y a un juge qui a dit que de l'indécence sexuelle, apparaît lorsqu'un individu accomplit un acte qui dépasse la limite de ce qui est émotivement accepté par notre société. Le juge, s'il est conscient de ce qu'il dit, il va prendre une brosse après. Parce que là, ce qu'il dit, parce que là, il devient muté, il devient conscientisé. Quand un juge qui dit ça, il vient de définir exactement ce que c'était, et tout le monde va dire, ça a de l'allure. Puis lui, en même temps, il dit, c'est de la vraie merde. Parce que c'est selon ce que la société est capable de supporter. Donc, ça ne veut pas dire que la grossière indécence que tu as fait est punissable. Mais ça veut dire qu'on va te punir pour. C'est ça que ça veut dire. Alors, à un moment donné, on te poursuit. Toi, tu as accompli telle chose. Le maudit problème, c'est quand je dis qu'on doit tout refaire. C'est que cela devient très dangereux. Pour la simple raison qu'on doit tout refaire. Et si on te met en prison, on va te mettre en prison. Et on va te dire que tu as fait ceci, cela. Les exemples, on peut en donner plein, mais de toute façon, vous allez avoir plein de conscientistes en prison à un moment donné. Il y aura pire aussi, mais en tout cas. Ça va être les martyrs, ça, C'est des martyrs, mais pas dans le genre MTS. Mais des martyrs de transformation sociale, parce qu'ils vont servir exact. de... Oui. Il faut s'arranger pour ne pas être martyr. C'est pourquoi plus il y a d'individus qui se lèvent en même temps, moins il y aura de ces martyrs. Et je donnais une conférence dernièrement, je disais au professeur, si vous voulez vous révolter dans votre école, faites-le ensemble, ou pas pantoute. Parce qu'il y en a un qui se révolte, on le met à la porte, on le remplace. 2 ans après, il y en a un autre qui se révolte, on le met à la porte, on le remplace. S'il y en a 20, c'est 50 qui se révoltent, on ne peut pas en remplacer en même temps. Fait qu'on va s'organiser pour trouver comment les mettre à la porte, là, mais d'ici ce temps-là, il va y en avoir 30, il va y en avoir, bon, c'est tout le monde ou personne. Et c'est toujours le même phénomène, c'est que s'il y en a un qui éclate là, un qui éclate là, un qui éclate là, on les arrose, ça finit là. Alors, il y a l'immense problème, donc, c'est que l'humain, pour être un extraterrestre, doit totalement considérer qu'il n'est pas assujetti aux lois reliées au phénomène planétaire. Que ce soit les lois sociales, que ce soit les lois biologiques, que ce soit les lois médicales, que ce soit les lois militaires, que ce soit les lois émotives, que ce soit les lois spirituelles, que ce soit les lois évolutives. Donc, de l'initiation de l'animal humain, tu passes à l'initiation solaire. De l'initiation du phénomène, par exemple, de pathologie médicale que l'on conçoit aujourd'hui, tu passes au phénomène de mutation qui fait en sorte que tu rejettes de ta génétique par cellularisation mutatoire les pathologies qui sont normalement reliées à la race humaine. Mais si on veut s'occuper des lois spirituelles, il y aura toujours une problématique à un moment donné, c'est que c'est bien beau de dire que moi, je ne suis plus sujeté aux lois des dieux. C'est-à-dire que lorsque je dois être coupable d'avoir fait telle chose, je dois me sentir honteux, je dois aller à la messe, je dois... Mais n'empêche que notre société reste une théocratie. Si tu es musulman et que tu décides de ne plus subir la pression des lois d'Allah, tu ne peux plus rester dans un pays totalement théocratique, où c'est Dieu qui détermine la loi. Mais dans nos sociétés actuelles, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le même phénomène, ça reste théocratique. C'est exactement le même phénomène. À un moment donné, l'être humain qui est dans cette société ici, il est confronté à devoir renier certaines contingences spirituelles, alors que s'il va en cours, il doit jurer sur la Bible.
Bon, on va dire, oui, mais il faut s'ajuster, d'accord. Mais en même temps, la majorité de toute la structure légale de notre planète, de notre société, est basée sur le bon chrétien. Est basée sur des valeurs qui sont, quand on a une société plus évoluée, qui font partie de la Charte des droits et libertés humaines. Cette Charte des droits et libertés est la plus grande pourriture qu'il n'y a pas, finalement, parce qu'elle fait en sorte qu'un criminel a le droit de tuer parce qu'il faut qu'il sauve son emploi. Bon. Puis si un policier veut arrêter un criminel, le criminel peut le tuer parce que le ben là, on est rendu dans une structure où celui qui se fait voler a le droit de tuer, mais s'il tue, il est illégal, parce que l'autre avait le droit de voler, mais s'il vole, c'est illégal, parce que, en tout cas, bon, c'est amusant. On en est rendu là. C'est bon, ça va créer une crise totale à un moment donné. Bon, comme je l'ai expliqué à un moment donné, arrêt stop. Stop, c'est en anglais. Si l'anglais n'a pas le droit d'affichage à l'extérieur, la pancarte arrêt stop est illégale, je peux passer dessus. C'est extrêmement simple. Bon, tu peux brûler les arrêts stop, c'est illégal. La pancarte est carrément illégale, elle est anticonstitutionnelle. Bon, pas là. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que, présentement, grossière indécence. Toute la société au complet base sa structure de loi en fonction de la capacité émotive et spirituelle de la masse de supporter ce qui a été amené comme loi. Ce qui fait que toutes les lois qui te régissent socialement sont des lois théocratiques. Sont des lois spirituelles, sont des lois émotives. La spiritualité peut porter le nom de Dieu, elle peut aussi porter le nom simplement de bon sens. Ça ne change rien, ce sont des lois morales. Le fait que tu te promènes en torse nu sur ton balcon d'en avant, il y a eu un temps où c'était illégal. Parce que les sœurs et les frères des très bonnes écoles chrétiennes et catholiques se détournaient de Dieu lorsqu'ils te voyaient. Mais quand tu as un chandail. Bon. Et puis maintenant qu'ils sont habitués, ils ne se détournent plus de Dieu quand ils te voient, tu peux maintenant. Alors ton évolution est totalement assujettie à leur évolution. Ça crée des problèmes, de graves problèmes. Et tu as parlé de vecteurs tout à l'heure. Est-ce que ces vecteurs-là vont être de l'ordre de ces gens-là qui vont agir comme des fers de lance pour transformer la société, puis qui vont jouer au martyr, puis qui vont être... C'est ça qui est le mot du problème, c'est qu'il ne faut pas jouer au martyr, et donc ça demande une évolution convenable. Ce que j'explique là, ici, si vous ne comprenez pas trop l'importance ou l'utilité que ça peut donner, ça va venir à un moment donné, ce n'est pas une perte de temps, c'est même le début du début, parce qu'à un moment, c'est le début, pourquoi? Parce que l'humain qui veut changer, mais pour changer, il va falloir qu'il change. Mais si on veut changer en étant toujours confiné à s'adapter, à s'ajuster, on devra changer intelligemment. L'ajustement doit avoir des niveaux de paliers. Mais on ne peut pas parvenir à une mutation individuelle totale de l'individu dans un ajustement continuel à travers ce qui est involutif. C'est-à-dire que si notre évolution fait partie de la démocratie, nous n'évoluerons pas. Lorsque l'intelligent décode qu'on doit cesser de polluer et qu'il fait faire un vote à la masse et que la masse veut de l'argent pour les garderies, la masse veut de l'argent pour les assistés sociaux, la masse veut de l'argent pour sauver telle compagnie qui est déficitaire parce qu'on ne veut pas perdre son emploi, parce qu'on veut continuer à se payer du luxe, la masse veut on continue à polluer. Donc l'évolution de l'air pur est démocratique. Et c'est pourquoi ça prend très de temps et de pollution et de marasme avant qu'on parvienne à faire quelque chose. Tu ne te fais pas élire comme ça. Une fois élu, tu peux changer, puis après ça, tu perds tes élections la prochaine fois, puis on le conserve pareil. L'évolution, c'est la même chose. Ton évolution est sujet de démocratie. Non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit soit s'associer pour se bâtir des régions, des cadres où il pourra évoluer en fonction de nouvelles lois, des lois qui permettent son évolution. Il doit y avoir une coordination entre les individus, une coordination sociale, je le conçois. Ça va de soi. Elle ne doit pas être démocratique, c'est-à-dire qu'elle peut être démocratique, mais à un moment donné, il y a un problème. D'immenses problèmes. On a un système ici qui est un système d'impôt qui fait en sorte que plus tu gagnes, plus ton échelle d'imposition grossit. C'est-à-dire que si on t'ôte 20 % de ton salaire, que tu gagnes 20 000 ou 300 000 au taux de 20 %, c'est tolérable. Il y a des raisons pour qu'on a besoin d'argent. Ici, si tu gagnes 20 000 au taux de 5 %, si tu gagnes 30 000 au taux de 10 %, si tu gagnes 50 000 au taux de 50 %, bon,
Ce qui fait qu'à un moment donné, si tu gagnes un peu plus, changeant de braquette, tu te ramasses au même palier qu'avant. Donc, tu te dis, pourquoi gagner plus? Mais tu te dis encore mieux, et c'est ce qui arrive au Canada, qui a un système comme ça, tu te dis encore mieux, tu te dis, m'a gagné plus, puis m'a le caché. Et le gouvernement, aujourd'hui, le savent. Ils sont confrontés au travail au noir. Il y a un maudit problème, c'est que plus ils imposent, moins ils ramassent. Ils ramassent à peu près toujours la même quantité d'argent, parce qu'ils obligent les gens à ne pas la déclarer. Et à peu près tout le monde, presque, il y a 50% des travailleurs au Canada qui fait du travail au noir. C'est énorme. Et s'ils baissent l'impôt, bien, ils ont créé une habitude. Ils sont mal pris. Mais cette loi-là, qui fait que plus tu gagnes, plus on t'ôte. Pas en pourcentage, on augmente le pourcentage. Comme s'il fallait que tu deviennes pas riche. Puis celui qui est au-delà, bien lui, il n'y a même plus d'imposition. Tous les abris fiscaux, c'est pour lui. Alors, il n'en paye plus d'impôts. Mais toi, pour atteindre ça, c'est quasiment impossible. Tu es né là ou tu es né là. Mais on s'arrange pour que tu restes en bas. Les États-Unis ont un système d'impôt qui est différent. Et la libre entreprise, on l'encourage. Tu n'es pas américain, tu apprendras. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a immensément de lois qui ne sont pas nécessairement nos lois. C'est dangereux ce que je dis là, parce qu'Adolf Hitler a dit la même chose. Je ne dis pas qu'on doit sortir dans la rue avec des pancartes. Non, il faut être plus fin. Mais il y a une chose certaine, c'est que celui qui veut, quand la mutation, quand l'explosion va commencer, il va y avoir un problème majeur. Ça ne sera pas joli. Il va y avoir plein de gens qui vont se ramasser en prison, plein de gens qui vont être condamnés, plein de gens qu'on va démolir, qu'on va taper dessus. Et le gros danger, c'est ce qui va arriver de toute façon, c'est un danger, mais c'est d'ailleurs pourquoi ça va se faire, c'est que toi, par exemple, tu arrives à une certaine classe, tu fais ceci, cela, pouf, tu te ramasses en prison pour grossière indécence. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, il t'a fait simplement que tu ne t'habilles pas chez vous. Puis que tu ne prends pas toujours le temps d'aller fermer toutes tes stores parce que tu veux que le soleil rentre chez vous. Les voisins, eux autres, ils te voient. Et ça, grossière indécence. Puis là, tu te dis, ben, tu mets les mots religieux que tu voudras, qui mange de l'air. Toujours confiné à devoir t'habiller ou tout fermer à cause des caves. Du corps physique, de l'astral, du corps vital, des autres. Pas péjoratif, là. Et à un moment donné, ben, tu te dis, je perds, je ne peux plus. Je sors de ma douche, puis je m'en vais chercher quelque chose dans le salon, puis après ça, je m'en vais dans ma chambre. Puis qui mange là. Bon. Oui, mais il y a une loi, il appelle ça la loi d'attraction générale, c'est que si moi je décide d'être habillé en brun alors que tout le monde est habillé en blanc, je vais consommer une énergie fantastique à être différencié. Ouais. J'ai peut-être intérêt à économiser mon énergie à passer pour un blanc, même si je sais que je suis brun au coton, moi. Ouais. Mais, sauf si un jour je deviens tellement énergétiquement puissant que je dis fuck là, je suis brun. C'est ce qui va arriver. Mais sauf que les conditions, il faut que soient réunies pour ça, sinon. C'est ce que je te dis, c'est ce qui va arriver, mais à un moment donné, tu vas éclater, tu ne pourras plus te déguiser en blanc si tu es brun. Tu vas être. On va voir le brun à travers ton blanc. Il faut que tu mettes 3 ou 4 chandails de plus. Tu vas être plus chaud que les autres, tu vas être plus sale que les autres. Là, on va te dire que tu pues, on va te dire que tu as trop de linge. Là, on va te dire que tu es pauvre. Oui, il faut que j'achète plein de linge. Là, mais ça va t'évoluer. évolué. Puis à un moment donné, tu as tout arraché au complet, puis là, ils vont le voir en pleine face, mais ça, c'est illégal. Mais moi, ce qui ma méfiance viscérale, c'est de me faire dire que si je deviens brun malgré moi, parce que le taux énergétique est là, est-ce que je suis en train de devenir encore une espèce de martyr de l'énergie? C'est ce que tu vas devenir, sauf s'il y a d'autres martyrs qui décident de se tenir avec toi. Et là, il y a une mutation qui doit apparaître. Tu dois réincarner des mémoires de l'avenir. La réincarnation des mémoires de l'avenir, c'est ce qui induit dans un ego inconscient l'espoir. Le mécanisme de réincarnation, entre autres, c'est le néotypage que tu peux faire, toi, oui. en faisant descendre. Oui. On peut changer le passé. On peut visualiser des futurs possibles et on peut accepter des futurs possibles, même si on ne sait pas si on va passer par là, mais ils sont grosso modo dans le chemin dans lequel, de toute façon, on veut passer. Est-ce que c'est celui-là, on s'en fout, mais c'est dans un chemin d'intelligence et non pas un chemin d'aberrance. Quand tu décides cela, il devient perceptible, conscientisable pour ton ego,
que maintenant, l'intelligence ou l'énergie qui t'habite, qui ne provient pas du monde planétaire, qui ne provient pas de l'histoire planétaire, donc est extraterrestre de par sa provenance, t'habite. Lentement, ce phénomène va prendre plus d'incidence chez toi, plus d'importance, jusqu'au jour où tu sauras et où tu devras être capable de dire à ton ego que tu es un visiteur. Bon, lui, il est là, mais ferme ta gueule. Je ne suis pas un visiteur, je suis venu au monde ici. Toi, oui, pas moi. Okay? Si tu es un visiteur, il est normal que tu aies de la difficulté à t'adapter à la société de l'animal. Si tu as de la difficulté à t'adapter, ça va. Maintenant, si tu ne veux pas t'adapter à tout, mais à certaines choses, tu décides de t'adapter à l'intelligence, qui est déjà instaurée au 20e siècle, mais tu ne veux pas t'adapter à l'absurdité qui est toujours présente au 20e siècle, nécessairement, tu seras un marginal, totalement à côté de la traque, mais un marginal fascinant pour l'animal, parce que tu seras un marginal intelligent. Mais un marginal intelligent dans la société devrait, si tu es intelligent, tu devrais être honnête, tu devrais être décent, tu devrais être respectueux des lois. Mais toi, tu vas dire, je suis respectueux des lois qui sont respectables. Et ça, la société actuelle, les plus brillants vont souffrir. Celui qui va te condamner, il va souffrir. Parce qu'il va dire, si je lui dis oui, tous ceux qui ne peuvent pas comprendre vont profiter. Puis c'est la guerre civile. C'est le pillage. Alors, je dis non, et je dois te condamner. Et peut-être même que je te condamne avec énormément de peine pour donner un exemple pour les autres. Celui qui te condamne, il va aller souffrir. Jusqu'au jour où il va péter lui avec. Toi, là-dedans, il faut que tu saches, il faut que tu acceptes. Tu n'auras pas le choix de toute façon. Quand ça va être le temps d'éclater, ça va éclater. Il faut que tu acceptes de te ramasser en prison. Peut-être. Ou de te ramasser ceci, cela ou cela. Peut-être. En sachant que ce n'est pas important ce qui arrive parce que tu es un visiteur qui est venu là puis qui fait un travail pour aller chercher ce qui t'attend là. C'est pas ça qui est important. C'est pas que tu as perdu ton emploi. C'est pas que tu as perdu ta femme, tes enfants, ton mari. C'est pas que tu es en prison un bout de temps. C'est pas que tu as été à l'index de tout le monde. C'est pas que tout le monde a dit, ah ben maudit, hein, on pensait que, puis tu vois, il se promène à poil dans sa maison, puis il fait même pas ses rideaux, tu sais, comme ajustement, c'est pas fort. Il peut plus s'ajuster, le gars, là. Il doit évoluer. Bon, c'est évident que si tu as en masse d'argent, si tu as fait une cabane, puis entouré de plein d'arbres, tu fous tout le monde. Là, s'il vient voir, ben le juge va dire, c'est rien qu'à pas aller voir. T'es correct. Ils sont pas cons. Mais par contre, si c'est dans un condo au 20e étage, puis il y en a plein autour des condos, puis tout le monde te regarde avec des jumelles, puis à un moment donné, il y en a un qui a Sainte machin qui est là, puis qui carrément détourné de Dieu en te voyant, bien là, elle te fait poursuivre, il faut qu'on t'élimine, parce qu'elle, il faut qu'elle continue à être branchée sur Dieu. C'est ça l'indécence, c'est ça l'indécence. C'est pour ça que tu te préoccupes de partir dans de compagnie. C'est pas un grand domaine. Très grand domaine. Mais une question là, dans ce domaine-là, justement, c'est que tu fais état que ces gens-là qui vont paramétrer de l'énergie vont être confrontés à une réaction de tout ce qui est mémoriel sur la planète. Et paradoxalement, tu cherches à construire ce qu'on appelle les compagnies, qui sont des phénomènes qui procèdent de cette énergie mémorielle-là de la planète. Donc, d'utiliser de ces énergies-là pour faire un construit qui serait susceptible de donner un espace à ceux qui bénéficieraient de ces compagnies-là. Comment utiliser une énergie qui est susceptible d'être ennemie dans sa finalité énergétique contre l'action que tu conduis. C'est qu'on doit créer le domaine, puis c'est le même phénomène. On doit avoir une terre. Partout sur les terres où tu vas, tu ne peux pas faire comme tu veux. Mais tu es plus susceptible au pied carré quand tu lances une compagnie de rencontrer des résistances occultes, systématiques de l'astral, à cause de ce que tu représentes énergétiquement comme facteur de perturbation sur la planète. Oui, sauf si tu tombes dans ton trou. Si ce que tu as à faire fait partie de la mécanique archangélique ou de la mécanique logique d'évolution de la société. Donc, un individu qui a une possibilité de bilocation de conscience, qui est à un niveau où il voit deux dimensionnalités, puis qui est confronté à un espace-temps subjectif dans lequel il habite, ton corps actuellement, tu as quand même un aspect expérientiel au niveau de ce processus fusionnel-là. Il engendre un processus expérientiel dans ton environnement.
ce qui s'exprime par une problématique d'efficacité et d'efficience au niveau des résultats que tu cherches à atteindre. La question, tu sais, en tout cas, une des nombreuses questions que ça peut soulever, c'est que moi, je suis une créature du temps, je gère l'espace, du temps et de la profondeur. Toi, tu n'es pas une créature du temps. Disons qu'une des parties de moi-même est une créature du temps, certaines parties de moi-même. Et je suis confronté, je suis soumis au temps, certaines parties de moi-même sont soumises au temps. La question, c'est que pour quelqu'un qui atteint un processus de vélocité où l'instantanéité devient de plus en plus un élément, à la fois sa conscience absolue et subjective, il est capable de la maintenir pour atteindre un quasi-état d'instantanéité. Bon, le quasi-état d'instantanéité, c'est l'impatience croissante qui se développe à travers la vision de l'intelligence. OK. OK? Là, t'en as de l'information, puis tout le reste au complet ne peut pas rien faire avec. Il y en a un qui est instantané, qui fait vivre des choses, mais il y a une chose qu'il faut qu'on sache avec que l'humain ne sait pas. C'est que dans la vision, les futurs possibles, il faudra travailler, m'en donner encore plus avec ça, mais c'est pas le temps. Dans la vision de plus en plus rapide de choses qui font finalement, qui achalent l'ego dans ce sens que, oui, mais merde, ça devrait être de même, bon, ce qui amène de l'impatience. En réalité, tout ce que tu vis là, tu ne le vivras jamais physiquement. Tu es en train de courber l'espace-temps, c'est-à-dire qu'au niveau de ta conscience, tu chemines dans une courbure pour revenir possiblement dans 2 ans te rejoindre. Et tu vas dire, j'ai fait 2 ans, j'ai tout rêvé ça, puis ça n'a rien donné. L'instant, tu as tout vécu ça. Le corps physique, ce qu'il se rappelle à travers cette bilocation ou cette trilocation, cette plurilocation de phénomènes de conscience, se rappelle ce que tu te rappelles présentement. Mais là, tu viens d'aller faire quelque chose. Le corps ne passera pas là, le corps va passer par d'autres choses. C'est pourquoi, dans le contrôle du phénomène temporel, pour que le corps passe là où ce serait plus intéressant pour lui de passer, il faut qu'on chemine dans les futurs où on ne veut pas que le corps passe. Il faut qu'on laisse comme avenir possible celui où on veut que le corps passe. Ça revient encore au phénomène du contrôle du temps. Et ça, on a, dans les 20 prochaines années, c'est ce qui doit se faire. Les individus doivent apprendre à contrôler cela. Lorsque les individus, certains auront réussi à le contrôler, l'humanité aura bifurqué, mais l'humanité va rester... L'humanité ne saura même pas qu'elle a bifurqué. Historiquement, on va parler des crises, des révolutions françaises, on parle de la révolution planétaire, comme étant un phénomène qui découle logiquement de la mécanique. Mais il y a tellement de choses qui peuvent découler logiquement de la mécanique. Pour un être instantané qui gère le temps, enfin qui est hors du temps, quelle est la 5e dimensionnalité à laquelle il sera confronté en termes de limitation, compte tenu qu'on est dans un espace-temps? Oui, la 5e dimension que l'humain, enfin que le supramentalisé va connaître, c'est celle de la perception de conscience de différents paliers en même temps. C'est-à-dire qu'il aura une vision sur tous les azimuts d'une chose. Alors, c'est difficilement compréhensible et les mots ne sont pas ajustés pour en parler vu que le cerveau de l'humain n'a pas encore vécu ce genre de choses. Mais il aura la capacité de voir un objet, de voir le dos, les deux côtés, le haut, le bas et le devant en même temps, sans vivre de déformation de l'objet. L'idée que nous faisons lorsque j'explique cela, c'est que, alors il y aura... une multidimensionnalité de perception. Oui, sauf que pour voir l'endos de ma main, il faudra que la photo de ma main soit placée là. Comme on prend une map monde, on prend la Terre qui est sphérique, puis on l'étire, on l'éclate sur une surface plate à 2 dimensions. 3 avec l'angle, mais quand même. Et puis là, on a notre vision de toute la planète Terre sur un seul plan. Mais c'est pas ça que je dis, moi. C'est que tu auras la vision de toute la planète Terre alors qu'elle restera sphérique. Bon, alors cette dimensionnalité de la conscience permet à l'humain d'envisager tout en même temps, mais pas le cerveau de l'homme n'est pas habitué à ça. C'est exactement comme si tu peux possiblement comprendre l'idée. Quand tu regardes avec ton œil, tu regardes un point. Mais le point que tu regardes n'empêche pas que tu cumules plein d'autres informations qui ne dérangent pas ta vision. Alors que l'être humain qui regarde, présentement je regarde par là, je perçois là-bas. Ça ne dérange pas ma vision. Si je perçois en arrière, ça ne dérangera pas plus ma vision. Si je perçois en arrière de lui, ça ne dérangera pas plus ma vision. Mais ce n'est pas neuroniquement compréhensible encore par le cerveau, donc par l'ego, parce que l'ego n'a pas expérimenté le phénomène, il ne peut pas arriver à comprendre, il essaie de comprendre avec ce qu'il peut faire. Alors il va voir le dos, le devant. Non, en même temps, moi je dis, pas un après l'autre. Alors il va tout voir sur une surface plate. Non, il n'aura pas déformé la chose.
Alors, il va le voir d'en haut, donc il va voir le côté haut. Non, il va voir en dessous en même temps, donc il ne peut pas voir, c'est pas ça. Il va essayer différentes choses pour arriver à comprendre, et c'est pas ça. Alors, celui qui a une conscience supramentale a ce phénomène de vision de tous les azimuts. Est-ce que d'autres formes de monarchisation vont se développer ailleurs dans la galaxie? Oui. Ces autres formes sont-elles à un stade équivalent? Est-ce qu'il y aura jonction, échange d'énergie? Il y aura perturbation énergétique, il y aura échange, il y aura fusion aussi, beaucoup plus tard, entre ces phénomènes et le monarque ou le phénomène monarcal, oui, planétaire. Est-ce que la source de certaines antennes origine de ces phénomènes monarchaux autres dans la galaxie? Bon, la source de certaines antennes, non. Par contre, il y a des émissions qui proviennent d'autres phénomènes qui sont monarchisables aussi dans d'autres mécaniques d'évolution. Et il y a donc des tentacules, des particularités énergétiques qui descendent à travers certains humains, rares humains, qui sont, comme il y a aussi des phénomènes humains qui vont aller baigner dans ces phénomènes monarchisables pour continuellement préserver le contact. C'est-à-dire que présentement, l'être humain, dans sa phase d'involution-évolution, est en relation avec d'autres mondes à travers des canaux séraphiques qui font en sorte que l'énergie de son évolution est souvent rabaissée par la succion de ces mondes cumulaires, mais non pas évolutifs, qui sont reliés avec nous autres. J'en ai déjà parlé un peu au niveau des plans d'extraterrestres, où on a des tentacules qui nous amènent un peu partout. Dans l'évolution qui va suivre, ces canaux vont être coupés. J'en ai déjà parlé aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de contrôler. Par contre, il y a des émissaires, des délégués qui sont envoyés d'un monde à un autre pour pouvoir préserver la relation, la communication, une fois que ces temps-là seront accomplis. Alors, c'est pourquoi il y a déjà de l'investiture extraterrestre à l'échelle de la planète, dans certains corps physiques, pour pouvoir faire en sorte, à un moment donné, que la monarchie d'ici puisse entrer en contact et communiquer avec la monarchie de là-bas, sans que ce soit par une succion incontrôlée et involontaire d'énergie, c'est-à-dire par le vol d'énergie évolutive. La mécanicité fusionnelle que tu représenteras, compte tenu de tous les vecteurs et les paramètres que tu as cités qui t'habitent énergétiquement, et la mécanicité fusionnelle de ceux qui gravitent alentour de ton influence énergétique va être totalement différente. Mm-hmm. Elle va être de l'ordre, le phénomène humain, pour ceux qui sont alentour, quel va être l'ordre de la mécanicité fusionnelle qui va se réaliser? Quelles vont être les étapes? Les mêmes étapes que ce que j'ai déjà expliqué. Ce ne sont pas mes étapes à moi, mais c'est les étapes conventionnelles de la fusion, de la négociation, de la création des obitériques et de la fusion avec lui-même. Est-ce qu'elles vont être sous gérance de ce qu'on pourrait appeler d'un phénomène central qui va gérer ces fusionnalités-là? Oui. Est-ce que l'influence de cette gérance-là va engendrer une coloration de ces fusionnalités-là? Non. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'individu qui a une fusion est libre. Il a de l'intentionnalité qu'il peut appliquer dans un contexte particulier. Lorsque l'extracréationnalité, lorsque l'intelligence absolue vient le rejoindre, il est assujetti. Il est un serveur, il n'a pas un serviteur. Mais il n'y a pas de coloration d'un bord ou de l'autre. C'est une accréditation totale, pas par obligation, mais par obligation constitutionnelle, mais non pas par obligation de contact. C'est-à-dire que ta constitution t'oblige à trouver ça là bleu, mais ce n'est pas parce qu'on vient mettre un filtre bleu devant ce que tu vois. Donc, ce n'est pas une manipulation de contact, c'est une manipulation constitutionnelle, une manipulation de constitution. Tu vois la nuance? Non. Bon. Et pourtant, facile à voir. Je vais aller chercher une vingtaine de milliers de mots, là. Bon. J'ai expliqué clairement. Non, c'est parce que j'étais... Ouais, bon, c'est ça. Je vais te poser des questions. Les physiciens commencent à penser que les choses n'existent pas sans observateur. C'est évident, évident. On remplace donc la notion d'observation par celle de participation. Quelqu'un me dit, c'est l'ego qui veut que les choses n'existent qu'en fonction de lui-même. Qu'en est-il? Si les choses n'existent qu'en fonction de la participation, comment cesser la participation? Pour cesser la participation, il faut cesser la mémorisation instantanée de la participation, donc il faut cesser l'événementiel, donc il faut être instantané, donc il faut être anégoïsé, donc il faut être fusionné, donc il faut être évolué, donc il faut... Voilà. Mais c'est évident que les choses n'existent qu'en fonction de l'observateur.
Le miroir ne réfléchit pas s'il n'y a personne pour voir qu'il réfléchit. Et je l'ai dit souvent, les vagues ne font pas de bruit sur la plage s'il n'y a pas d'oreilles pour les entendre. Dans la constitution logique et réelle, si on se fie aux lois qui sont en train d'être élaborées par le règne de l'homme, c'est évident qu'on peut dire que lorsque je sors de ma chambre, tous les meubles se parlent entre eux, se promènent, bougent. Mais du moment qu'il y a un observateur qui rentre là, ils ont tous été à leur place. Et vous ne pourrez jamais prouver que ce que je dis est faux. Jamais. Vous placez un appareil photo, ça ne change rien. Quand la photo va être prise, elle va être prise en fonction d'un œil qui va la voir à un moment donné. Alors, ils font tout à leur place. Mais qu'est-ce que vos photos se disent dans le tiroir ou dans leur boîte? Est-ce que l'immeuble d'une photo s'embarque dans la photo du désert de votre voyage? Puis ça, bon. Vous pourrez jamais prouver que ce que je vous dis là est faux. Premièrement, parce que c'est ce qui arrive. Et deuxièmement, parce que n'ayant pas d'autres possibilités, enfin le règne de l'homme n'a pas d'autres possibilités présentement d'accréditer la réalité qu'en fonction de ce qu'il voit, donc en fonction de l'irréalité de sa perception. D'autres questions dans ce genre-là? Tu dis que Jésus a eu la descente de deux forces. La première, c'est la force christique. La deuxième, la force melchisédienne. Qui est Michaël, qui est le Christ? C'est une jeune fille de 11 ans. C'est pas une jeune fille de 11 ans, c'est une fille de 11 ans. Bon, Michaël, c'est bien comme question, franchement. Il devrait y avoir honte. On a honte aussi. Franchement, je demande de les m'interviewer. Comme c'est plus haut. Qui est Michaël, qui est le Christ? Bon. Michaël, c'est le phénomène melchisédien. Michaël, ce n'est pas le Christ. Le Christ, c'est de l'énergie supramentale. On l'a vu souvent. Le Christ, c'est un phénomène qui... Michaël, c'est... Ouais, c'est bien comme question. Ils veulent tous répondre en même temps. Du stock à dire là. On va faire une conférence complète. C'est le genre de question que je dis, je la mets à côté s'il reste du temps. Mais là, il reste du temps. Alors voilà. Bon, le Christ de l'énergie supramentale. Le Christ, tout le monde y a accès. Michaël, c'est autre chose. Michaël, c'est une force qui provient de l'extraterrestrialité, comme l'énergie supramentale. Michaël, c'est un phénomène qui est extrêmement neuf, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est tout proche de l'instantanéité d'intelligence, c'est-à-dire que le phénomène michaélien est un phénomène qui, à un moment donné, est apparu de l'extra-créationnalité, a pénétré le monde créé. Il a traversé d'une façon extrêmement rapide, par effusion, toutes les mécaniques qui lui permettaient de s'approcher de notre monde refroidi, c'est-à-dire qu'il s'était fusé dans un super-univers, dans un univers localisé, dans une galaxie et dans un système planétaire, pour finalement s'effuser dans un corps physique, celui de Jésus ben Joseph, de Jésus, le fils de Joseph. Michaël, c'est un monarque. Mais ce n'est pas un monarque non plus, c'est une condition extra-créationnelle qui est apparue dans le phénomène de la création. En descendant le dernier palier, qui est le palier le plus évolué, proche de l'homme, donc le plus involué à l'extérieur de l'homme, le phénomène supramental, le phénomène christique, c'est ce qui l'a amené dans le corps du Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ existe, il est instantané, il a une vision supramentalisée, bilocalisée, et il reste assujetti à un phénomène michaélien de contrôle de l'évolution, du contrôle de la démarche. Et ça ressemble un peu à ce que je te disais tout à l'heure. Lorsque la petite bombe a éclaté dans le Christ Jésus, les lois de l'époque, alors il s'est ramassé en prison aussi. On l'a même exécuté. Et ça, c'est Michaël qui oblige cela. Alors, Michaël est un phénomène faissatique, relié à des faisceaux, il y a 3 faisceaux. À l'époque au niveau de Michaël, il n'y a pas 12 ou 144 000 faisceaux, il y en a juste 3. Alors, à l'époque de Michaël, il y a donc 3 faisceaux. Les autres sont des pluralisations des 3 premiers faisceaux. Et à travers ceux-là, il y a
4 faisceaux d'un, 4 faisceaux de l'autre, 4 faisceaux de l'autre, ce qui nous donne 12 faisceaux, qui se pluralisent par la suite encore pour aller se chapeauter à travers 12 000 faisceaux, 12 000 caractères différents de 12 faisceaux déjà, 144 000 faisceaux en tout, qui par après explosent en effusion à travers des milliards d'humains. Le Christ, je suis un Christ. De toute façon, c'est le Mouko qui me le dit, que je suis un Christ. Michael, c'est quelque chose d'autre, qui est relié à un faisceau, qui chapeaute parce qu'il a la capacité d'être et de ne pas être, donc d'être extra-créationnel et être créationnel en fonction de ce qu'il a besoin. Et il communique par à la biologie, à la chair de l'homme, par l'intermédiaire de l'intelligence supramentale, par l'intermédiaire donc du phénomène christique. Alors, le Christ, c'est donc ce phénomène qui permet l'intelligence reliée à l'expérience mémorielle de notre galaxie. Et Michael, c'est un phénomène extra-créationnel qui a la capacité de devenir créativé et qui entre en contact avec la mécanicité qui a eu un double éthérique et qui vient le manipuler. Donc, Michael est celui qui entre